Voilà. Donc, absorbe est-il aussi délivrable qu'un stent métallique? Merci. Mais ma réponse est non. Hein. Pour la bonne et simple raison, donc, premièrement, c'est que, comme tu l'as dit, Bernard, le profil n'est pas le même. Il faut connaître les limites d'implantation et de délivrabilité de ce stent. Le profil par rapport à un Xience, 1,42 mm et 1,14 le Xience. Donc finalement, la délivrabilité, malgré une conformabilité et une souplesse du stent, je dirais, la délivrabilité ne sera pas la même. Alors, un petit peu chercher dans la littérature, qu'est-ce que l'on a? On a un certain nombre d'études avec l'Absorb, mais en gros, les malades implantés sont relativement simples. En dehors d'Absorb Extend, dont nous avons aujourd'hui des résultats, les autres patients plus complexes, nous n'avons pas de résultats publiés pour juger de la délivrabilité. Alors, on a les do's and les don'ts de Richard Raposa, où on nous dit qu'il faut préparer bien préparer les lésions et éviter de réinsérer un stent qu'on n'a pas pu poser. Donc, ce qui veut dire qu'avant de poser un absorbe, il faut justement être sûr de cette délivrabilité et de s'assurer que le stent passera. Donc, on laisse au cathétériseur toute son expérience pour juger de tout ça. J'ai regardé un petit peu dans la littérature au niveau des registres. Alors, en dehors de la dernière ligne, donc, qui est Absorb Extend, donc qui s'applique à des patients un petit peu plus complexes que les études Absorb initiales. Donc, vous voyez que dans Absorb Extend, il y a quand même 41% de lésions B2C, donc pour une période de 2010 à 2012, où une learning curve d'implantation était nécessaire. Et vous voyez quand même 97% de succès d'implantation, malgré 41% de B2C, jusqu'au registre dernier publié Rotterdam, monocentrique, donc 135 patients, 192 BVS, 67%, donc registre All Commerce d'Amsterdam, et 95% de succès d'implantation. Il y a quand même 5% donc d'échec d'implantation du BVS sur du tout venant, avec des lésions beaucoup plus complexes. Et puis bien sûr une grosse série qui est GHOST, registre européen, donc 1100, presque 1200 patients, 1700 BVS, 50% de B2C et un taux de succès quand même qui est relativement important. Donc, avec de l'expérience 2011-2014, des données récentes, une sélection des patients, ce stent est quand même relativement bien implantable. Lorsqu'on analyse les résultats d'Extend et les raisons des échecs, on remarque quand même qu'il y a 3 cas de dessertissage de scapholes qui n'ont pas réussi à franchir les lésions. Alors, on analyse au cas par cas. Il y avait déjà des stents métalliques dans les vaisseaux. C'était des lésions un petit peu, je dirais, hors recommandation d'implantation. Donc, 3 dessertissages. Et en fait, quoi de mieux que de parler de la délivrabilité que de parler de cas. Vous voyez que lorsque les lésions sont non calcifiées sur cet homme de 42 ans diabétique, le résultat avec un absorbe est remarquable, avec une conformabilité du stent qui épouse la courbure du vaisseau et pas de réelle difficulté d'implantation sur un vaisseau de gros calibre, sans calcification. Donc sur ce type de lésion, vraiment aucun problème pour implanter ce type de device. Une droite un petit peu plus tortueuse ici, chez un homme de 58 ans, une lésion un petit peu plus distale, et vous voyez que le stent chemine avec une intubation un peu plus forcée. Le stent chemine sans véritable problème jusqu'à la lésion, avec un résultat final d'implantation après post-dilatation qui est également très bon malgré la couverture de la branche rétroventriculaire. Pour finir, un cas un petit peu plus complexe où on a décidé chez ce patient de 57 ans diabétique, qui avait des lésions diffuses de l'IVA, lésions donc monotronculaires, de le traiter en absorbe. Mais vous voyez qu'il y a véritablement 3 lésions chez ce patient, une lésion distale sur l'IVA, une lésion du deuxième segment et une lésion proximale. Le premier BVS, après bien sûr prédilatation de tout ça, n'a pas eu de mal à franchir tout ce segment d'IVA.
et a été implanté donc progressivement sur ce deuxième segment. C'est un 2,5-28 avec un résultat satisfaisant après post-dilatation sur ce segment distal. Et vous voyez que le 3,028 qui était initialement prévu sur le segment moyen n'a pas pu franchir cette angulation un petit peu calcifiée de la jonction premier-deuxième segment de l'IVA. Donc plutôt que de le retirer, je l'ai implanté sur ce segment tortueux avec, vous voyez, hein, cette angulation au ballon, hein, une calcification juste en regard, post-dilatation avec un 3,5. Et vous voyez qu'après post-dilatation avec un 3,5 sur ce segment proximal, eh bien, on peut refranchir avec un troisième BVS donc, à travers ce premier BVS. Donc tout est une question de préparation en fait. Je pense que j'ai été trop optimiste sur la faisabilité de cette implantation. Je n'ai pas suffisamment prédilaté le segment proximal et je me suis retrouvé à être obligé d'implanter un stent d'abord en proximal, ce qui n'est pas dans les règles hein, de l'angioplastie bien sûr, puis post-dilater correctement et implanter finalement sans problème un troisième stent sur le segment moyen. Pour un résultat final chez ce patient diabétique, 3 BVS et ce résultat de procédure. Alors, lorsqu'on regarde la littérature, il y a un papier, hein, celui de Ashok 7, dans l'Indian Journal, Indian Heart Journal, pardon, qui décrit un petit peu le même type de lésion. Vous voyez, calcification sur un segment tortueux d'une IVA. Et donc, il a publié ce papier. Il y a 4 cas, hein, 4 dossiers de guideliner qui ont permis justement de passer outre ce segment tortueux et d'implanter un BVS en distalité. Alors, on peut s'aider aussi, ça m'est arrivé à 2 reprises, d'un body wire qui, comme pour un stent métallique, nous aide bien. Je crois aussi qu'il faut bien sélectionner son cathéter guide et son guide avec peut-être un peu plus de support qu'habituellement pour délivrer ce type de stent. Ce qu'il faut retenir, donc éviter les lésions calcifiées, bien sûr, je crois que c'est dans les recommandations pour la première génération de BVS, hein, et surtout les calcifications situées dans les tortuosités. Là, on peut avoir quand même de gros problèmes. La prédilatation doit être systématique et minutieuse et ne pas hésiter à bien prédilater toutes les lésions proximales qui sont traitées par la suite. Anticiper le choix du guiding et du support du guide que l'on va utiliser. Et puis sur Tips and Tricks, le guideliner ou le body wire quand même ne peuvent nous sortir de situations parfois délicates. Je vous remercie. Alors vos questions, oui. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre clairement? Merci. Quand vous mettez 3 stents, 3 absorbes comme ça sur une IVA, vu l'épaisseur du stent, de quelle façon vous prêtez attention pour la jonction entre les 2 stents par rapport au marqueur en or? La première question. Et de quelle façon vous post-dilatez? Est-ce qu'on post-dilate comme on post-dilate quand on met un BVS après, ou est-ce qu'il faut de façon plus soigneuse au niveau de l'intersection entre les deux pour éviter justement cette épaisseur qui va être beaucoup plus importante? Alors, encore une fois, je ne voudrais pas déflorer le sujet, mais je crois que Jean parle de tout ça dans la deuxième série de questions. C'est ça, Jean, hein? Je crois que tu traites le sujet. Ouais. C'est vraiment des questions très intéressantes et auxquelles on va répondre, mais je crois que c'est un petit peu plus tard dans le symposium. Donc, vous aurez la réponse à ces 2 questions, je crois. Mais Thomas ? Non, Olivier, juste une petite question vraiment pratique. Quand on en est à se dire, je vais prendre un guideliner, mettre des body wires, est-ce qu'il ne faut pas mettre des stents métalliques finalement? Oui. Alors après, tout dépend des indications. Ouais. Là, nous, ce que nous avons après, c'est le choix de l'indication. Je crois qu'on pourra largement en discuter après. Là, nous, on a décidé donc de traiter les sujets jeunes diabétiques. Bon, là, c'était des droites simplex, un petit peu tortueuses, mais il n'y a pas de difficulté, ou les très longues IVA. Sur laquelle la chirurgie obligerait à mettre un pontage très distal sur l'IVA et finalement sans réel bénéfice par rapport à une angioplastie. Et un patient de moins de 60 ans, on ne sait pas ce que va devenir sa maladie coronaire, donc nous on a pris le parti de mettre des BVS sur ce type de lésion très longue de l'IVA,
en se disant que si Eurosténose, si la maladie progresse, le BVS aura disparu on verra après, dans 2 ans, et on pourra toujours anastomoser un pontage plus proximal sur l'IVA cette fois-ci, en fonction de la progression des lésions proximales notamment. Hein. Donc ça, c'est l'indication. S'il n'y a pas d'indication, tu t'es dit de toute façon, ce malade ne sera jamais ponté, là, la discussion est ouverte au stent, bien sûr, facilement délivrable aujourd'hui, avec un profil meilleur, métallique. Oui. Alors, sachant qu'une fois que tu as ouvert l'absorbe, vu les conditions de remboursement en France, tu as quand même envie de le mettre. Oui. Pour les lésions difficiles, où on a le pressentiment que le stent ne va pas forcément passer de manière comme on le veut, est-ce que pour reprendre le guideliner, on le fait sortir, on a le droit de le faire sortir et le reprendre dans le guideliner, ou c'est trop tard? Alors, on peut le faire sortir, l'absorbe, enfin, dans les recommandations constructeurs, il ne faut pas le faire. Mais ça peut se faire, alors, de façon très, très minutieuse, hein, parce qu'il ne faut pas, avec le guiding, l'endommager au niveau de la réentrée dans le guiding. Et au niveau de la valve également, bien ouvrir la valve pour pas qu'il touche. Une fois qu'il a été ressorti, tu as 20 minutes pour l'utiliser, pas plus. Après, c'est le polymère a été trempé dans l'eau. Je pense que c'est pas la même chose. Et ce que recommande le constructeur, c'est pas plus de 20 minutes, je crois, de réutilisation. Donc, le temps de mettre un guideliner, oui, mais pas trop long, quoi. Voilà. Et surtout le ressortir avec beaucoup de précautions, sans l'endommager au niveau de la réentrée dans le guiding, ni au niveau de la valve. Hein. Oui. Je sais qu'il y a un topo sur le pré-traitement, sur le traitement, mais particulièrement dans ce cas-là, Oui. même si le pré-traitement c'est controverse en ce moment, il faut pas. Oui. Est-ce que pour un patient chez qui vous avez déjà discuté que vous alliez mettre 3 BVS, est-ce que chez ce patient-là, vu la complexité de la lésion, la longueur de zone stentée, est-ce que vous avez pré-traité? Et si oui, comment vous avez pré-traité? Alors, ça, c'est des patients stables. Le pré-traitement chez nous se fait systématiquement la veille avec 600 mg de Plavix chez ce type de patient, en dehors de syndrome coronaire aigu. Notre protocole, donc, c'est 2,75 par jour pendant 1 mois. Puis, sur les BVS, on laisse 1 an de double antiagression plaquettaire. Donc, c'est systématiquement 600 mg la veille, dose de charge, et 1 an d'association. Ça, c'est notre façon, mais bon, il y a peut-être des gens qui raccourcissent à 6 mois, mais sur des overlaps, je crois qu'1 an, ça paraît plus raisonnable. Avec ce qu'on sait aujourd'hui de la littérature et de ce type de lésions qui ne sont pas franchement publiées, des séries suffisamment importantes pour juger du type d'agrégation plaquettaire, d'antiagrégation plaquettaire. Alors, je voudrais rajouter juste un petit commentaire sur les difficultés, hein, lorsque parfois on essaie longitudinalement de passer un deuxième BVS à travers le premier, hein, de proximal en distalité. Avant d'avancer le BVS, post-dilater le premier, très haute pression, quand c'est 22-24 atmosphères de pression avec un ballon non compliant. Et ensuite, avec ce ballon non compliant, une fois déflaté, vous le mettez neutre et vous essayez de repasser. Voilà, avec ballon neutre. Tant que vous sentez qu'il y a une résistance, vous réinflatez, vous repost-dilatez. Voilà. Et parfois, il faut 2-3 post-dilatations. Et à ce moment-là, vous verrez, ça réduit le risque de conflit avec le deuxième BVS. Merci, Olivier.